En une seule nuit, la Lumina chute de 87%, révélant un corridor de roches sèches sur plus de 240 km. 12 heures auparavant, les capteurs hydrométriques indiquaient pourtant une stabilité parfaite, sans variation, sans anomalie, sans alerte préalable. Si un système capable d'alimenter 3 provinces en eau, en agriculture et en énergie peut s'effondrer dans un tel silence, sur quels repères les habitants d'Oralis et des observateurs comme Ibrahim Traoré peuvent-ils s'appuyer pour comprendre ce basculement ? Une hypothèse s'impose déjà. La crise ne vient pas du ciel, elle vient d'en dessous. L'enquête sur la disparition de la Lumina dépasse largement le spectacle d'un fleuve asséché. Elle interroge l'architecture invisible qui soutenait l'approvisionnement en eau, l'agriculture irriguée et la stabilité énergétique de 3 provinces entières d'Oralis. Le bénéfice pour ceux qui suivent cette analyse est clair: comprendre comment une crise hydrique peut se propager en quelques heures sans signal d'alerte. L'enjeu est structurel. Lorsque la chute du débit se produit sans préavis, les mécanismes d'auto-équilibrage cessent de fonctionner. Les réservoirs secondaires ne compenseront plus, la pression chute dans les canalisations et la distribution devient erratique entre zones urbaines et périphériques. Les premiers relevés confirment déjà ces tensions, avec une baisse de pression, une demande en hausse et des réseaux soumis à un stress inédit. Plus troublant encore, aucun facteur externe évident n'apparaît. Ni variation météorologique, ni activité tectonique, ni rupture visible. Alors, par quel mécanisme une masse d'eau aussi considérable peut-elle disparaître sans laisser de traces mesurables ? 6 heures avant l'effondrement visible du débit de la Lumina, un signal isolé apparaît dans les données. Un pic d'absorption souterraine détecté à exactement 3140 mètres de profondeur. Ce chiffre, enregistré par une seule station géologique, ne correspond à aucun schéma connu de variation hydrologique dans le bassin d'Oralis. Ce premier indice change la lecture de l'événement. La disparition de la rivière n'est pas un phénomène instantané surgissant à la surface. Elle commence plus tôt, plus bas et de manière asymétrique. Alors que le réseau de capteurs hydrométriques reste parfaitement stable en surface, le sous-sol enregistre une anomalie localisée, comme si une partie du système absorbait soudainement un volume d'eau anormalement élevé. Pour comprendre ce basculement, les chercheurs reconstituent l'architecture du bassin de la Lumina. Depuis près de 30 ans, il reposait sur un système hybride, nappes phréatiques interconnectées, barrages à écoulement modulé et galeries naturelles surveillées par des capteurs autonomes. Conçu pour encaisser crues, sécheresse et variations climatiques, l'ensemble était réputé résilient. Aucun scénario ne prévoyait une chute brutale du flux principal sans signe avant-coureur. Pourtant, en revisitant les archives, les analystes identifient une série de micro-anomalies disséminées sur plusieurs années. Variations mineures de densité, poches d'air déplacées, fluctuations de conductivité. Autant de signaux autrefois classés comme bruit de fond ou défaut de calibration. Pris isolément, ils ne signifiaient rien. Pris ensemble, ils dessinent une séquence cohérente, ignorée faute de cadre explicatif. Cette relecture met en lumière un point clé. L'équilibre du bassin dépendait d'un mécanisme invisible, non cartographié que personne n'avait intégré au modèle. La question n'est donc plus seulement de savoir quand la Lumina a disparu, mais comment le système a pu fonctionner si longtemps en reposant sur une faille silencieuse. C'est ce décalage entre stabilité apparente et fragilité réelle qui intrigue désormais observateurs et analystes, y compris des figures attentives aux dynamiques systémiques comme Ibrahim Traoré. Parmi les premiers à intervenir sur le terrain, une figure s'impose rapidement. Liora Nems, ingénieur hydrogéologue formé à l'Institut d'Oralis, spécialiste des dynamiques de nappes profondes. Chargée depuis plusieurs années de la surveillance du bassin de la Lumina, elle avait déjà signalé, dans des rapports internes, des irrégularités jugées mineures à l'époque. Dès l'annonce de l'effondrement du débit, Liora se rend dans la vallée de Rétan, l'une des 3 zones historiquement alimentées par le fleuve. Sur place, un premier constat s'impose. Les réservoirs secondaires, censés amortir toute baisse brutale, ne se remplissent plus. Selon les modèles, la distribution aurait dû se stabiliser en moins d'1 heure.
22 heures plus tard, les conduites restent presque à sec. Dans le village voisin d'Enrel, une autre anomalie apparaît. Une station de pompage autonome, récemment rénovée, cesse de fonctionner malgré une pression théorique suffisante. L'inspection révèle des vibrations irrégulières dans les canalisations, comme si l'eau circulait par à-coups. Ce phénomène suggère la présence d'un vide quelque part dans le réseau souterrain, une instabilité jamais observée auparavant dans le bassin. En reliant ces observations, Liora comprend que la crise ne se limite pas à la disparition d'un flux. Le système a perdu sa capacité d'auto-équilibrage. Chaque composant réagit isolément, sans coordination, comme si la carte interne du réseau était devenue obsolète. Le point clé se précise alors. La Lumina n'a pas seulement cessé de couler, elle a désorienté tout ce qui dépendait de son rythme. Tout commence à 3h17. La station hydrométrique de l'Étard enregistre une chute brutale du niveau de la Lumina. Le débit passe de 4800 mètres cubes par seconde à moins de 900 en 4 minutes. Aucun obstacle visible, aucune crue, aucune rupture de berge. Les techniciens pensent d'abord à une erreur isolée. Ils recalibrent les capteurs. Le chiffre ne bouge pas. À 3h19, une seconde station, située 42 km en aval, affiche la même anomalie. La baisse n'est plus locale. Elle se propage le long de la ligne d'écoulement. La rivière ne ralentit pas. Elle décroche. À 3h21, la bande centrale du fleuve cesse presque entièrement de bouger. Le flux ne s'étale plus vers l'aval. Il se contracte. Le premier réflexe opérationnel est mécanique. Les équipes vérifient les barrages modulaires, les seuils de régulation, les vannes de dérivation. Rien n'est bloqué. Rien n'est rompu. Les systèmes répondent normalement aux commandes. Pourtant, l'eau ne revient pas. À 4 heures, le point critique est atteint. Le réseau de nappes phréatiques profondes perd simultanément de la pression. Les galeries secondaires, habituellement pleines, se vident par à-coups. Les cartes thermiques du sous-sol révèlent des zones refroidies d'un bloc, signe d'un déplacement massif d'eau. Les modèles internes saturent. Les alertes se multiplient sans fournir d'explication exploitable. À ce stade, la logique change. Le phénomène ne ressemble plus à une perturbation hydraulique classique. Il agit comme si un appel d'eau invisible s'était ouvert sous le lit du fleuve. Pas vers l'aval, pas vers l'extérieur, vers le bas. À 6h12, les premières répliques apparaissent en surface. Les réservoirs de tête ne reçoivent plus d'apport. Les canaux d'irrigation se contractent. Les pompes de stabilisation aspirent dans de l'air. Dans les plaines d'Arvel, les rigoles se vident en moins de 2 heures. Les villages commencent à rationner, les convois d'eau sont redirigés, les équipes techniques se dispersent sur l'ensemble du territoire. Le moment le plus inquiétant survient à 10h47. 3 capteurs souterrains, situés dans des zones éloignées les unes des autres, enregistrent une onde de pression négative identique. Un schéma parfaitement cohérent. Comme si un seul mécanisme central absorbait l'eau depuis un point unique, encore non localisé. Les cartes standards ne suffisent plus. Les projections deviennent inutilisables. Ce qui trouble le plus les analystes n'est pas l'ampleur de la chute, mais l'absence totale de signature géophysique. Aucun effondrement, aucune vibration mesurable, aucun signal sismique. Le sous-sol avale l'eau sans bruit. En fin de matinée, les stations d'épuration ralentissent leur activité. Les réseaux de distribution enregistrent des bulles d'air anormales. Des quartiers entiers perdent la pression domestique. Le système continue de fonctionner, mais sans repère fiable. Chaque correction arrive trop tard. C'est dans ce contexte que certains observateurs des crises systémiques, dont Ibrahim Traoré, commencent à souligner un point commun avec d'autres effondrements silencieux. Lorsque la chronologie s'accélère sans cause visible, le problème n'est plus événementiel, il est structurel. La journée s'achève sans retour à la normale. La Lumina ne réapparaît pas, et le système, lui, a déjà changé d'état. Avant la nuit de l'effondrement, le bassin de la Lumina fonctionnait autour de 4750 mètres cubes par seconde. Le lendemain, le flux résiduel tombe à 620. Cette chute indique une perte instantanée
incompatible avec une variation climatique progressive. Dans les premières 12 heures, les dérivations périphériques laissent échapper environ 12,4% du volume restant par heure. Ce taux anormal révèle un écoulement continu vers un espace non répertorié. Ces 3 repères chiffrés suffisent à déplacer l'analyse. D'abord, le contraste entre la référence stable et le niveau post-événement invalide, l'hypothèse d'un assèchement lent. Une sécheresse agit par paliers, avec des oscillations saisonnières et des signaux météorologiques associés. Ici, la rupture est nette, synchrone et simultanée sur plusieurs stations. Le système ne s'est pas adapté, il a basculé. Ensuite, le taux de perte latérale apporte une information dynamique. Une infrastructure défaillante provoque des fuites irrégulières, variables selon la charge et la pression locale. Or, la dissipation observée reste remarquablement constante. Elle suggère l'existence d'un appel d'eau stable qui continue d'aspirer le flux résiduel sans saturation apparente. Autrement dit, le mécanisme à l'œuvre n'est pas accidentel, il est entretenu. Enfin, l'absence de corrélation avec des facteurs externes renforce la lecture interne. Les relevés météorologiques restent dans les normes, et aucune perturbation tectonique n'accompagne la chute. Les chiffres ne pointent pas vers l'extérieur du système, mais vers sa profondeur. Le problème n'est pas ce qui manque en surface, c'est ce qui se crée en dessous. En superposant ces données, les analystes observent un schéma cohérent. Plus le temps passe, plus l'écart entre la référence et le flux réel s'élargit. Cela signifie que la structure absorbante n'est pas ponctuelle. Elle se comporte comme un réservoir actif, capable de recevoir des volumes importants sans modifier ses signatures périphériques. Cette stabilité paradoxale est précisément ce qui rend la crise difficile à anticiper. Ce cadre quantitatif éclaire aussi les observations de terrain. Les réservoirs secondaires ne parviennent pas à jouer leur rôle tampon, non par manque de capacité, mais parce que l'équilibre amont-aval est rompu. Les pompes aspirent de l'air parce que la continuité hydraulique n'existe plus. Les chiffres expliquent la sensation décrite par les équipes. Le réseau répond, mais dans le vide. Pour des observateurs attentifs aux crises systémiques, dont Ibrahim Traoré, cette séquence rappelle un principe connu: lorsqu'un système perd sa référence de base, les ajustements locaux deviennent inefficaces. Les données ne servent plus à corriger, mais à constater une dérive. Ici, les mesures ne signalent pas un incident isolé, elles décrivent un changement d'état. 2 courants d'analyse structurent désormais le débat autour de la disparition de la lumina, chacun porté par des équipes expérimentées et appuyé sur des arguments solides. La première lecture privilégie une cause géologique rare. Selon cette hypothèse, une structure profonde, cavité ancienne, réseau karstique non cartographié ou chambre instable, se serait soudainement connectée aux nappes profondes. L'appel d'eau créé aurait aspiré le fleuve comme un siphon naturel. Les partisans de cette thèse soulignent la cohérence des gradients de pression et rappellent que certaines formations peuvent évoluer sans produire de signaux sismiques détectables. Dans ce cadre, l'absence de vibration ou de rupture visible ne serait pas une anomalie, mais une caractéristique du phénomène. La seconde lecture défend une défaillance technique en chaîne. Elle met en avant l'âge des infrastructures, la coexistence de barrages modulaires, de tunnels anciens et de conduites enterrées. Une microfuite ignorée aurait pu créer un point de faiblesse. Combinée à une baisse de pression soudaine dans les nappes, cette faille aurait déclenché un effondrement progressif du réseau. Pour ces analystes, le cœur du problème réside moins dans le sous-sol profond que dans un maillon technique négligé, amplifié par le temps. Ces 2 approches ont un point commun. Elles expliquent chacune une partie des faits observés. Mais prises isolément, elles peinent à rendre compte de l'ensemble des données. Les chiffres recueillis, chute instantanée du débit, perte latérale constante, gradient orienté, ne correspondent ni à une rupture mécanique classique, généralement chaotique, ni à un événement géologique brutal, souvent accompagné de signatures périphériques. La lecture la plus robuste combine donc les 2 cadres. Une structure géologique profonde aurait rencontré un réseau superficiel fragilisé, ouvrant un passage d'ampleur inattendue. Le système technique n'aurait pas créé la crise, mais il en aurait amplifié la portée.
A l'inverse, la géologie n'aurait pas suffi sans ces failles préexistantes. Cette synthèse a une implication claire. Chercher une cause unique retarde la compréhension. La crise de la Lumina est un mécanisme mixte, où la nature et l'infrastructure se répondent, produisant un effondrement silencieux mais méthodique. Cette phrase change l'axe de lecture. Les dernières superpositions de données, pression, gradient et chronologie, indiquent que l'eau ne s'est pas dissipée dans le système. Elle s'est déplacée vers un point fixe, un espace clos encore invisible qui reçoit le flux sans le redistribuer. Ce n'est plus une fuite, c'est une accumulation. Un nouvel indice renforce ce basculement. 12 jours après l'effondrement initial, une station géologique des monts d'Erad détecte une onde basse fréquence, régulière, sans correspondance sismique connue. L'amplitude est faible, mais l'intervalle entre les oscillations est constant, comme un battement. En comparant ce signal aux données du premier jour, les analystes retrouvent une signature proche du pic d'absorption mesuré à 3140 mètres. En projetant ces informations sur la carte, un motif apparaît. Le gradient souterrain orienté vers l'ouest converge précisément vers la zone d'Erad. Aucun relevé antérieur ne mentionne de réservoir, de cavité ou de tunnel à cet endroit. Les modèles échouent à expliquer comment un tel volume pourrait être contenu sans débordement détectable. Ce point fixe oblige à relire toute la crise. Si l'eau est immobilisée, alors la question n'est plus seulement pourquoi elle a disparu, mais ce qui est en train de se remplir. Pour des observateurs des dynamiques systémiques, dont Ibrahim Traoré, ce moment marque le vrai centre de gravité de l'événement. Les effets de la disparition de la Lumina ne restent pas confinés aux courbes et aux modèles. Ils se traduisent par des transformations immédiates et mesurables dans la vie quotidienne. L'économie productive, les infrastructures techniques et l'équilibre des zones périphériques d'Oralis. Pour les populations, l'impact se manifeste d'abord par une chute moyenne de 41% de la pression domestique dans les districts urbains. Les foyers adaptent leur routine, organisent des tours aux points de distribution et réduisent les usages non essentiels. Dans les zones rurales, la contrainte est plus directe. Les puits d'eau communautaires, autrefois stabilisés par la nappe intermédiaire, deviennent irréguliers. Les écoles ajustent leurs horaires, certaines cantines limitent leurs services et les centres de soins révisent leurs protocoles d'hygiène. La tension est diffuse, sans panique généralisée, mais elle s'installe dans le quotidien. Pour les activités économiques, l'agriculture encaisse le choc principal. Les premières estimations indiquent des pertes de rendement comprises entre 18 et 27% pour les cultures irriguées. Les exploitations improvisent des micro-canaux et priorisent certaines parcelles, mais la capacité reste insuffisante. L'industrie légère, dépendante des circuits de refroidissement, réduit ses cycles de production. Dans les plaines d'Arvel, les ateliers métallurgiques adoptent des rythmes intermittents afin de préserver leurs réserves. La logistique fluviale est également touchée. Plusieurs opérateurs déplacent temporairement leurs flux vers d'autres corridors. Du côté des infrastructures, le réseau hydraulique entre dans une phase d'instabilité prolongée. Les réservoirs secondaires n'assurent plus leur rôle tampon. Les conduites profondes présentent des variations de pression inédites et des bulles d'air apparaissent dans des segments pourtant étanches. Les stations de pompage autonomes réduisent leur cadence, tandis que les cartes de maintenance révèlent une multiplication de zones critiques autrefois considérées comme secondaires. Les équipes techniques se travaillent en continu, mais chaque intervention corrige un symptôme sans traiter la cause. Enfin, pour les zones périphériques et l'équilibre territorial, un paradoxe émerge. Certaines nappes locales montrent une légère remontée, indice indirect d'un déplacement interne de l'eau. D'autres territoires, en revanche, subissent un stress hydrique accéléré. Les échanges interdistricts s'intensifient, parfois de manière improvisée, pour compenser des déficits localisés. L'apparition du signal des monts d'Erad accentue cette recomposition, plusieurs localités réorientant déjà leur stratégie vers ce nouveau point d'attention. Ces 4 lectures convergent vers un constat partagé par des analystes des crises systémiques, dont Ibrahim Traoré. La crise de la Lumina n'est pas statique. Elle se diffuse, se reconfigure et redessine l'espace social et technique d'Oralis en temps réel.
À partir des données consolidées, gradient de pression, flux résiduel et signal d'Erad, les équipes projettent 3 trajectoires possibles pour les 6 à 12 prochains mois. Ces scénarios ne prétendent pas prédire l'avenir, ils délimitent des marges de manœuvre face à un système en mouvement. Dans une première hypothèse, la cavité souterraine cesse progressivement de s'amplifier. Le gradient orienté vers l'ouest se stabilise, indiquant que l'espace absorbant atteint un volume maximal. La lumina ne réapparaît pas immédiatement, mais la dérive ralentit. Les provinces poursuivent un fonctionnement dégradé avec des restrictions durables mais prévisibles. Les équipes techniques parviennent à identifier un trajet d'écoulement régulier, ouvrant la voie à des dérivations temporaires. La croissance économique marque le pas, sans rupture brutale. Les tensions restent élevées, mais gérables. Dans une seconde hypothèse, la pression accumulée dans la structure souterraine provoque un reflux lent et continu vers les nappes intermédiaires. Les réservoirs se reconstituent de manière inégale, mais suffisante pour relancer les canaux d'irrigation essentiels. Les districts ruraux regagnent une autonomie partielle estimée entre 60 et 70%. Les zones urbaines accélèrent la modernisation des réseaux afin de limiter les pertes. Le signal d'Erad devient un outil de pilotage. Ces variations permettent d'anticiper les redistributions internes. Le territoire entre alors dans une phase de reconstruction méthodique centrée sur la résilience hydrique plutôt que sur le retour à l'identique. Dans une troisième hypothèse, la structure absorbante continue de s'étendre. La pression chute davantage, entraînant un drainage plus profond du bassin. Les projections indiquent une perte cumulative pouvant dépasser 60% du volume accessible. Certaines infrastructures atteignent leurs limites, des zones deviennent difficilement desservies et des circuits entiers doivent être réorientés. L'agriculture subit une contraction sévère, tandis que les districts d'altitude dépendent quasi exclusivement de convois d'eau. Les modèles hydrologiques existants deviennent inopérants et doivent être reconstruits à partir de nouvelles hypothèses. Quel que soit le scénario, un principe commun se dégage. Si la compréhension du mécanisme profond progresse, les options s'élargissent. Si elles stagnent, chaque ajustement local perd en efficacité. La décision clé n'est donc pas de choisir un futur, mais de réduire l'incertitude qui les sépare. La crise de la lumina ne se vit pas uniquement à travers des graphiques ou des rapports techniques. Elle se traduit différemment selon la position de chacun dans la société d'Auralis. Et c'est cette diversité d'expériences qui donne sa profondeur humaine à l'événement. Pour ceux qui observent et cherchent à comprendre, l'incertitude est centrale. Leur inquiétude ne porte pas seulement sur la disparition de l'eau, mais sur la perte de prévisibilité. Un fleuve considéré comme stable a cessé de répondre sans avertissement. Ce public attend des repères clairs, des explications cohérentes et une trajectoire lisible. Ce qui les déstabilise, ce n'est pas la pénurie immédiate, mais l'idée que les modèles de référence puissent devenir caducs du jour au lendemain. Pour les acteurs techniques, ingénieurs, opérateurs de réseau et équipes de terrain, la crise est vécue comme une pression continue. Chaque variation de débit, chaque vibration dans une conduite devient un indice potentiel. Leur quotidien se transforme en enquête permanente. Ils ne cherchent pas seulement à maintenir le service, mais à reconstruire un mécanisme invisible. Comprendre n'est pas un luxe intellectuel, c'est une condition d'efficacité opérationnelle. Pour les communautés de terrain, enfin, l'adaptation est concrète. Les habitants réorganisent les trajets vers les points d'eau, modifient les horaires de travail et ajustent les usages domestiques. Les gestes se rationalisent, les solidarités locales se renforcent. La crise n'est pas perçue comme une abstraction systémique, mais comme une contrainte collective à intégrer dans la vie quotidienne. Ces trois regards convergent vers une même réalité, souvent soulignée par des analystes des dynamiques politiques et sociales comme Ibrahim Traoré. Une crise hydrique n'est jamais uniforme. Elle se décline dans les rythmes, les décisions et les priorités de chacun. À ce stade de la crise, une trajectoire d'action se dessine, non comme une promesse de retour rapide de la lumina, mais comme une méthode pour stabiliser, comprendre, puis reconstruire. Cette feuille de route repose sur des étapes mesurables et coordonnées. Dans les 2 à 3 semaines suivant le point d'inflexion, les équipes hydrogéologiques,
sous la coordination de Liora Nems, densifie les mesures autour du point d'Erad et le long du gradient ouest. L'objectif est clair, produire une carte de pression actualisée toutes les 48 heures. Le critère de succès n'est pas la remontée du débit, mais la réduction de l'incertitude sur les flux internes. Ensuite, sur une période d'environ 6 semaines, les opérateurs de réseau et les équipes de maintenance ciblent les segments instables. Les priorités portent sur l'élimination des poches d'air, la stabilisation des conduites profondes et la limitation des pertes latérales. L'indicateur clé consiste à ramener les pertes horaires sous un seuil constant, documenté et vérifiable. Parallèlement, les administrations locales et les régies d'eau mettent en place des rotations de distribution et protègent les usages vitaux. Le succès se mesure par le maintien d'une pression domestique minimale et la continuité des services essentiels, même en régime dégradé. Dès les premières semaines, un comité technique interprovincial centralise les données, harmonise les scénarios et évite les réponses fragmentées. Sa production principale est un rapport hebdomadaire standardisé, partagé entre acteurs. Pour des observateurs des recompositions territoriales, dont Ibrahim Traoré, cette feuille de route illustre un principe simple, sans indicateur commun. Aucune solution durable ne peut émerger. Dans la vallée de Rétan, lorsque le jour décline, la trace de la lumina demeure visible dans les pierres de blanchie et les rigoles vides qui serpentent encore le paysage. Liora Nems s'y rend parfois sans instrument, non pour collecter des chiffres supplémentaires, mais pour observer les gestes qui se réorganisent autour d'une absence devenue centrale. Les enfants jouent près des anciennes berges, comme si le fleuve était encore là. Les cultivateurs continuent de suivre le tracé des canaux, même lorsque l'eau ne circule plus. Les réservoirs, presque vides, rythment toujours les journées par leurs horaires et leurs contraintes. Le système a perdu son flux, mais pas sa mémoire. Peu à peu, la crise cesse d'être seulement hydrologique, elle transforme la manière de regarder le territoire. La Lumina n'est plus un cours d'eau mesurable, elle devient une référence collective, un point autour duquel s'organisent décision, adaptation et solidarité. Ce déplacement est moins visible que l'effondrement initial, mais il est plus durable. Pour des observateurs attentifs aux transitions profondes, comme Ibrahim Traoré, ce moment est révélateur. Lorsqu'un pilier disparaît sans bruit, ce ne sont pas seulement les infrastructures qui vacillent, mais les repères mentaux qui les accompagnaient. Une phrase s'impose alors, comme un point fixe dans l'incertitude. La résilience ne se proclame pas, elle se construit jour après jour autour de ce qui manque. La disparition de la Lumina a commencé comme un choc technique, puis s'est transformée en révélateur collectif. Elle a mis en lumière ce qui reliait vraiment les provinces d'Oralis, des flux invisibles, des dépendances croisées et des choix longtemps considérés comme acquis. Certains retiendront les chiffres, pourcentage de pertes, pression, gradient. D'autres se souviendront surtout des gestes quotidiens réinventés, des files d'attente, des horaires modifiés, des coopérations improvisées. D'autres encore garderont en mémoire le silence d'un fleuve qui ne répond plus, mais qui continue de structurer les décisions. Cette diversité de lecture n'est pas une faiblesse, elle constitue une base de dialogue. Pour des analystes des recompositions politiques et sociales comme Ibrahim Traoré, c'est précisément dans ces conversations lucides que se joue la durabilité. Non dans une solution spectaculaire, mais dans la capacité à hiérarchiser collectivement les priorités quand une ressource évidente devient incertaine. Si cette analyse vous a accompagné jusqu'ici, une question demeure ouverte. Qu'est-ce qui vous semble décisif pour l'avenir d'Oralis, la compréhension du sous-sol, la transformation des infrastructures ou la manière dont les communautés s'adaptent déjà ?